Moi, je me présente, donc Benjamin Demonnet. Donc, je travaille chez SNCF Connect N-Tech. C'est important le N-Tech, parce que vous nous connaissez peut-être par l'application SNCF Connect, que vous êtes nombreuses et nombreux à utiliser. Nous, on travaille chez SNCF Connect N-Tech, ça veut dire qu'on peut travailler pour tous les produits de la SNCF et de ses filiales. Donc, en fait, on fait beaucoup plus que seulement Connect, entre guillemets. Donc moi je travaille pour la refonte des systèmes de réservation en gare et au téléphone. Donc vous voyez, c'est un peu un autre sujet. Et Jean-Louis. Et moi du coup je suis Head of IT Product, donc je m'occupe d'une cellule produit avec des PM Tech dont le but et l'objectif de vie est de fournir la meilleure plateforme tech pour nos développeurs, nos ops, nos quality analysts et nos support engineers. Et aujourd'hui, on va parler numérique responsable et on va parler responsabilité numérique d'entreprise. En fait, ça fait depuis 2018 que je travaille sur le numérique responsable au sein de la SNCF et ailleurs. Et c'est un peu un vœu pieux de se dire, mais en fait, notre but, c'est que les produits numériques qu'on conçoit, qu'on fabrique au quotidien, à terme, soient plus responsables, et répondre vraiment à une utilité réelle pour les citoyens. Donc qu'est-ce que la responsabilité numérique d'entreprise? Donc on n'a pas la prétention d'avoir la définition, mais on va repartir des piliers en fait de la RSE. En fait, la RSE, donc si on repart vraiment au basique, il y a des définitions beaucoup plus poussées avec 7 piliers, donc ISO 26000. Mais là, si on repart vraiment du basique, on se dit, d'un point de vue numérique, quel est l'impact des produits que je fabrique, l'impact sur les utilisateurs finaux, mais aussi l'impact sur les salariés qui vont utiliser ces outils. Est-ce que ça va améliorer leur qualité de vie au travail? Est-ce que ça va avoir un impact sur mes utilisateurs, sur les consommateurs éventuels? Et quel impact ça va avoir? Est-ce qu'ils vont être obligés d'acheter du matériel? Est-ce qu'ils vont pouvoir accéder facilement à l'information? Est-ce qu'on ne va pas accentuer la fracture numérique? Ce genre de choses, toutes ces questions-là. D'un point de vue de la planète, on va se dire, du coup, mes produits numériques que je mets sur le marché, quel impact ça va avoir sur vraiment le matériel? Est-ce que pour mettre en place ces produits numériques sur le marché, est-ce qu'il va falloir que j'achète du nouveau matériel pour les agents en gare? Est-ce qu'il va falloir forcément que mes utilisateurs achètent du matériel par eux-mêmes? Quelle est la longévité de ces matériels? Et ainsi de suite. On sait aujourd'hui que le numérique, ça a un impact sur l'énergie qu'on consomme, sur les minerais, l'extraction de matières premières pour fabriquer ces équipements, et puis un impact sur l'eau aussi. Enfin voilà, il y a plein d'impacts différents sur la biodiversité, sur plein de facteurs. Et un autre point, c'est sur profit. J'ai mis profit, mais il n'y a pas que la partie financière, il y a la partie extra-financière aussi. C'est quel va être l'impact de mon produit numérique sur le marché, sur la localité. Est-ce que je vais avoir un impact positif sur l'écosystème local? Ça fait partie aussi des choses qu'on va regarder. Et puis le profit, évidemment, est-ce que je vais pouvoir payer mes salariés correctement? Est-ce que les personnes qui vont vivre de ces outils vont vivre décemment? Et est-ce que mon activité va être pérenne dans le temps, de par cette production? Alors, des fois, on fait l'amalgame, on se dit, j'entends souvent, moi j'ai entendu très souvent, en fait on va former les développeurs à mieux coder, et puis vous allez voir, tout va bien se passer. Évidemment que c'est, au sein d'une équipe produit numérique, évidemment que c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est bien plus complexe que ça, parce que on va former les développeurs, on va former les métiers tech, mais en fait, la plupart du temps, déjà, le besoin fonctionnel, il va guider souvent le besoin technique. Donc en fait, si vous avez décidé de mettre en place des fonctionnalités, en fait, c'est déjà presque trop tard au moment où vous arrivez à demander à la tech, parce qu'en fait, il va être trop tard pour réagir. Vous allez devoir suivre le besoin, tout a été acté, il y a une roadmap qui est en place pour vous, et du coup, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce qu'en fait, vous pouvez former vos développeurs et développeuses à améliorer au quotidien les produits ou à concevoir des choses éco-responsables, mais en fait, la marge de manœuvre, la plupart du temps, elle est limitée. Elle est très limitée et ça peut être frustrant pour vos équipes. Voilà. Et puis, il faut voir aussi le produit numérique comme un produit comme tous les autres, en fait.
c'est un produit qui va avoir un cycle de vie. Et donc ce cycle de vie, il va falloir l'analyser. En fait, on peut démarrer à n'importe quelle étape de ce cycle de vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un produit qui nous arrive en étape de maintenance. Et puis on va devoir refaire de la conception pour l'améliorer. Et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a deux boucles. Il y a une première boucle qui prend le cœur du cercle ici, avec conception, réalisation, déploiement, administration, utilisation, maintenance. Et vous avez une petite porte de sortie qui s'appelle la fin de vie. En fait, la plupart du temps, dès la conception, on peut imaginer la fin de vie du produit. Et si déjà on commence à penser comme ça, on ne va pas fabriquer les produits de la même manière. On va essayer de modulariser un maximum. On va essayer par exemple d'aller open sourcer certaines briques parce qu'en fait, c'est pas notre cœur de métier, c'est pas notre valeur ajoutée. Nous, c'est ce qu'on fait chez SNCF Connect and Tech. On essaye d'open sourcer un maximum de choses dont on sait que ce ne sera pas notre valeur ajoutée. Et ça permet de pérenniser aussi les outils et les produits. Donc vous voyez tous les impacts qu'il va y avoir au cours de ces éléments du cycle de vie. Et puis au sein d'une équipe produit, on a tous des profils différents. On ne va pas avoir les mêmes intérêts. Le client, lui, va vouloir tout de suite parce que sur le terrain, il faut qu'il réponde à des besoins instantanés. Côté dev et côté DevOps, en fait, on va vouloir avoir un produit qui nous fait plaisir. On va pouvoir se faire plaisir avec des technologies innovantes. Et en fait, tout ça, c'est des intérêts qui se recoupent pas, même avec une bonne vision produit. Donc, aujourd'hui, le numérique responsable, c'est une manière d'avoir un langage commun au sein d'une équipe produit, peu importe notre profil. En fait, on va s'aligner sur ces trois piliers-là, on va se dire, mais quel est le problème qu'on cherche à résoudre? Ce problème, il va nous amener des utilisateurs qui vont potentiellement payer pour ce service et qui vont nous apporter une pérennité dans le temps. Donc ce produit, il va s'inscrire vraiment dans un vrai besoin. On va aller chercher les enjeux sociaux. Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre comme problème d'un point de vue social? Et quels impacts et quelles conséquences négatives on va créer de par ça? Même chose d'un point de vue environnemental. Quels sont les impacts sur le matériel, par exemple, qu'on va devoir acheter pour ce produit? Voilà. Alors, Jean-Louis, c'est le moment de te passer la parole. Du coup, quelles sont les règles simples que je peux me donner pour garantir un design durable? Alors notre approche à nous, c'est de bien pratiquer déjà le product management, même au niveau de la tech. Si on essaye de synthétiser ça, le product management, on est sur des notions de viabilité business, bien évidemment. Il faut se focuser sur la désirabilité de l'expérience utilisateur, sinon évidemment on n'accroche pas. Et enfin la faisabilité technique également, qui doit être viable et permettre finalement de pouvoir toujours garantir la meilleure modernité pour nos produits. Donc ça tourne autour des pratiques de design thinking, bien s'interroger, bien mener son user research, scorer les features réellement nécessaires, prototyper, brainstormer, embarquer tout le monde et expérimenter et ne pas hésiter à revenir en arrière. Bien considérer l'expérience utilisateur à travers du maquettage, des collectes de feedback et bien collecter et traiter les nouvelles idées. Et puis sur la dimension faisabilité, la pratique d'agilité est une bonne garantie de ne pas trop se tromper et de permettre l'innovation. Une autre bonne pratique, c'est toujours dans l'acculturation de l'équipe et de l'alignement de tout le monde, c'est de s'évaluer en termes de maturité produit. Là, ce qu'on vous propose, c'est une représentation du jeu de cartes de TIGA, qui est un des leaders du marché sur le product management, et qui permet finalement de s'auto-évaluer sur l'ensemble des composants d'une bonne pratique de product management. Ça commence par évidemment la documentation, à la fois interne et externe. La dimension data informed, on va beaucoup y revenir, le fait d'être en bonne et parfaite connaissance de ces données de produits. La bonne pratique de l'agilité, bien évidemment, pour être toujours dans l'amélioration continue. Le backlog management, d'être très orienté autour du comportement utilisateur. Pas de bons produits sans une bonne vision, une bonne définition des visions à travers le road mapping, les stratégies, l'esprit d'équipe. L'idée là ici, c'est de bien se concentrer sur ces stakeholders, d'avoir un bon process de décision, hyper important, notamment le scoring, pour bien prioriser. Et là, il y a plein de frameworks qui existent autour de tout ce qui est RISE, WSJF, Moscow. Vous avez pléthore de processus.
Et enfin, le design, évidemment. Et alors, le design, on va même pouvoir se focuser dessus sur la slide suivante. Comment faire en sorte d'avoir le meilleur design, finalement, et d'être numérique responsable? Eh ben, c'est de se focuser avant tout sur la simplicité. Simplicité à travers l'accessibilité. Si on est dans l'éco-conception, naturellement, on va s'orienter sur des features essentielles qui vont consommer le moins possible, qui vont être le plus simples à l'usage, et cerise sur le gâteau, qui vont permettre de garantir de bonnes performances au niveau de son applicatif. Être mobile first, ça va permettre également de jouer sur la simplicité, parce qu'on est sur la portabilité des supports. Pratiquer le design ops, ça consiste en vrai à mettre dans une même pièce ces développeurs, ces designers, et de prendre dès le début des développements finalement la valeur design qu'on peut apporter autour d'un produit, et enfin d'être toujours au niveau product radar dans la bonne connaissance de son marché et de l'état de l'art de ses produits pour essayer de rester toujours dans l'innovation. Et on peut très rapidement imaginer en fait les conséquences positives et négatives du produit. Il y a pas mal d'ateliers qui existent. Alors, il y a le consequence scanning. Vous pouvez aller chercher, je ne me souviens plus l'entreprise qui a créé ce type d'atelier, mais consequence scanning, vous pourrez le retrouver. C'est un atelier où en fait on revient sur ce qui a été créé, ce qui a été fabriqué, la valeur ajoutée de ce qu'on a créé dans le produit, sur les itérations, les incréments, peu importe dans quelle méthode vous êtes, on analyse ce qui a été mauvais, ce qui a créé de l'impact négatif ou de l'impact positif, et ensuite on analyse l'incrément qui vient, et on se demande ce qu'on va produire dans les mois suivants, et on se demande quels sont les impacts positifs ou négatifs d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, de ce qu'on va produire. Il y a un atelier, il y a un template qui est proposé par Spotify Design que j'aime beaucoup, de Lu Han. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le blog de Spotify Design, vous avez en fait un article où elle explique tout ça, qui est très bien fait pour l'analyse justement de ces risques dès le moment où vous êtes en train de faire du design en fait. Ça s'appelle Ethics Assessment. Voilà, et je vous conseille d'aller jeter un œil. Et du coup, Jean-Louis, comment est-ce qu'on limite le gâchis dans une méthode plutôt zéro waste? Eh ben, on peut faire le parallèle du coup effectivement avec cette méthode sur l'activité de product management toujours. Sur la dimension reduce, comme je le disais tout à l'heure, dès le design, pensez tout de suite finalement à quel est le meilleur produit, donc en termes de MLP, MVP, c'est-à-dire le most lovable product, le most valuable product, toujours se concentrer sur le fait qu'un produit va apporter quelque chose et va être utile. Donc on revient dans les piliers du product management. Sur le redesign, évidemment, je vais réappuyer sur les méthodes de discovery, donc, qui permettent, dès les recherches, de ne prendre en considération que les choses qui ont de la valeur et de ne pas hésiter à jeter le reste. On y reviendra après s'il y a encore des possibilités d'évolution, mais c'est pas une fin en soi, et toujours bien pratiquer le scoring, qui permet aussi de protéger les équipes vis-à-vis des stakeholders, vis-à-vis de n'importe qui peut avoir un avis. C'est une méthode qui permet de scientiser au maximum les prises de décision et qui permet de rester raisonnable dans ce qu'on veut sortir. Dans la dimension de réutilisation, de refacturation, le fait de toujours se concentrer sur des technos qui vont permettre le maximum d'évolutivité. Et puis enfin, sur la notion de retrait ou de renouvellement, on peut appliquer au produit la même chose qu'en agilité, c'est-à-dire une notion d'écocycle qui permet en pratique régulière de toujours s'interroger sur est-ce que mon produit est toujours au bon niveau de maturité? Est-ce que d'abord je continue à faire de la croissance? Est-ce que je perds des utilisateurs? À partir de là, est-ce que c'est pas le bon moment de décider de passer dans une phase de destruction créative et potentiellement d'abandonner le produit ou bien de le renouveler? Et enfin, repartir dans un cycle de développement. Alors d'un point de vue tech, donc là vraiment c'est pas le cœur de la présentation aujourd'hui, c'était plutôt pour tourner autour du produit, mais je voulais faire un point sur la partie tech parce que c'est important dans cette team spirit qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc j'ai vu un 6R, donc je me suis dit allez vas-y je vais faire un 5R sur la partie tech,
Comme ça, pas de jaloux. En fait, ça, en fait, on le fait déjà au sein des projets SNCF Connected Tech. Moi, c'est appliqué sur tous les projets sur lesquels je suis. Donc, je l'ai compilé sous un 5R pour que ce soit plus facile à retenir. Mais voilà, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Donc, cadrer le process de technologie, c'est en fait avoir un process de contribution et toujours tourner autour du partage de la connaissance, mais avec en fait des plus capés, enfin des personnes qui vont avoir plus d'expérience et qui vont pouvoir partager avec le terrain. Toujours reconsidérer ce qu'on fait d'un point de vue tech pour éviter de succomber à des effets de mode technologiques. Choisir des technologies qui sont pragmatiques, qui vont durer dans le temps, c'est pas simple. On peut faire aussi des choix de partir sur une technologie qui vient de sortir, qui est un peu disruptive. C'est ce qui a été fait sur Connect avec Flutter, mais faut l'assumer derrière. Et reconsidérer le besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de toute cette partie technologique qu'une feature arrive? Est-ce que j'ai besoin de vraiment mettre ça en place? Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite vers la solution? Est-ce que j'ai pas déjà des choses en place? Je peux aller voir mon Urba, par exemple, Urba Entreprise, et lui demander s'il n'y a pas des briques qui sont déjà en place au sein de l'entreprise et qui peuvent être refactorisées. Voilà, c'est de la rationalisation du SI. On entend souvent parler de ça. Les reviews, ça c'est un process vraiment pour la durabilité du produit. Si on fait des reviews régulières et que tout le monde participe à ces reviews, je sais que c'est pas simple à mettre en place, hein, il peut y avoir des problèmes, mais la review, ça permet de partager la connaissance, ça permet que tout le monde s'implique. Et derrière, avec des gens qui vont avoir peut-être plus d'expérience, qui vont partager leurs connaissances. Et là, en fait, on va améliorer la durabilité du produit, clairement. Quand on fait des reviews ou en dehors, la partie refactorize, elle est indispensable. En fait, on fait jamais bien dès le départ. On fait jamais parfaitement dès le départ. En fait, le besoin, il évolue. Les features, elles arrivent. En fait, on a un besoin de refactoriser en permanence parce que on n'a pas fait parfaitement dès le départ parce qu'on s'est basé sur un besoin et ce besoin, il évolue. Donc, la partie technologie, elle doit évoluer aussi. Donc, la partie refacto, elle est indispensable. Et ça, faut vraiment l'industrialiser. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour ça, dédié. Sur la partie rénovation aussi. Les dépendances, on en a plein les projets. C'est vos meilleurs amis, mais en fait, si vous les entretenez pas, ça devient vos pires ennemis. Et vous pouvez vous retrouver avec un produit numérique qui est immaintenable. Et du jour au lendemain, en fait, vous perdez toute la valeur de votre produit parce qu'il y a trop d'imbrication, parce que les dépendances n'ont pas été mises à jour progressivement. Et puis réduire, en fait, on a un scope de fonctionnalité au niveau tech. Et il faut prendre du temps aussi pour décommissionner certaines features. Vraiment aller dans le code, supprimer les features, parce qu'en fait, on va permettre déjà une meilleure maintenabilité, c'est-à-dire que dans le temps, il y a moins de choses à maintenir, il y a moins de scope fonctionnel, technique à connaître aussi pour les nouvelles arrivantes. Donc voilà, tout ça, c'est indispensable. Donc voilà, c'est les 5 R qui sont appliqués actuellement sur les projets. Et puis on a d'autres méthodologies, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait faire une conférence de 2 heures là-dessus, mais nous, ce qui est souvent mis en place sur les projets, c'est la partie architecture hexagonale. Alors c'est un exemple d'architecture, mais ça nous permet d'isoler vraiment la valeur de notre produit numérique, la valeur métier de notre produit numérique, et de l'isoler et qu'il n'y ait pas trop de dépendance avec des frameworks ou même des modèles qui viendraient polluer, des modèles partenaires qui viendraient polluer vraiment notre valeur ajoutée, notre valeur métier. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est pratiqué sur nos projets, qu'on les récupère en maintenance ou qu'on les boot. Le clean code évidemment, ça c'est des pratiques justement de review partagées. Et puis l'artisanat logiciel plus globalement, en fait, c'est des méthodes qui permettent de faire des ateliers entre tech et pouvoir partager la connaissance, qu'elle soit jamais perdue. Et que quand il y a des évolutions, des refactos, que tout le monde soit à la page et que tout le monde sache comment bien coder, entre guillemets, dans ce cadre technologique. Et comment savoir si on est bon ou si on s'améliore, ou si on est mauvais? Eh bien, on a, comme on l'a vu tout à l'heure dans le product management, il y a une composante hyper importante qui est le data inform, donc la collecte de données. Donc je vais en remettre une couche. On a un certain nombre d'outils au niveau tech qui sont hyper intéressants à exploiter. Donc il ne faut pas hésiter à exploiter des outils autour de l'agilité, notamment par exemple pour déterminer les temps de réparation, les temps de correction d'anomalies ou tout simplement le time to market.
On a également les outils autour de la WebPerf qui permettent de déterminer la performance applicative, de déterminer également les temps de conversion, des métriques data et produits qui sont hyper intéressantes pour garantir la performance et également l'efficience. Sur les outils de qualité, on est tout de suite dans les qualités de code, détection de vulnérabilité avant mise en production, qui permettent aussi d'être bon là-dessus, tout simplement. Les outils FinOps, qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, qui permettent de convertir finalement des impacts financiers en impacts énergétiques. Et qui sont toujours aussi de bonnes sources d'apprentissage. Et puis plus classiquement, le monitoring pour détecter les erreurs, les temps de chargement longs, comme l'error tracking notamment sur la partie plus front. Là, on rentre plus dans la dimension real user monitoring avec des outils. Voilà, il y a pléthore d'outils sur le marché, je ne vais pas vous faire la liste. Et enfin, on peut également s'appuyer sur les outils spécialisés. Je vais te rendre la main, Benjamin. Ouais, les outils spécialisés. Moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans chez Digital for Better, qui édite un outil qui s'appelle Frugger. Il y a Green Spector qui est aussi à Nantes. Vous avez une conférence tout à l'heure avec Olivier de Carbonifère. Donc voilà, c'est des outils du marché qui vous permettent vraiment d'identifier votre impact environnemental et de pouvoir agir concrètement pour essayer de diminuer votre empreinte. Donc ça, voilà, faut pas hésiter à aller chercher. Et puis évidemment, parce que si on fait nos propres KPI, on va avoir tendance à vouloir les déformer pour être bon. Il faut savoir aussi être audité sur pas mal d'aspects. Nous, évidemment, que sur la partie privacy à la SNCF, vous imaginez bien que des organismes comme la CNIL viennent rapidement nous voir. Et en fait, il faut voir ça comme un accompagnement aussi, il faut voir ça comme pas seulement comme une police qui viendrait vous dire non, c'est pas bien ce que vous avez fait, mais vous dire là, il y a des sujets d'amélioration, là vous avez de quoi faire mieux. Sur la partie accessibilité, donc là c'est vraiment au fil de l'eau qu'il faut le faire, hein. C'est pas uniquement des audits manuels tous les 3 ou 6 mois, il faut faire ça de manière régulière, pouvoir former aussi les personnes en interne sur le sujet, pas seulement les développeuses et développeurs, hein, aussi la partie testing, comment je teste d'un point de vue d'une personne en situation de handicap. Ça c'est pas forcément simple à faire. Donc voilà, et maintenant sur la partie numérique responsable, on a également des audits, et donc on est en cours d'audit là-dessus, donc ça va nous permettre de nous améliorer, on a des choses identifiées, on a des actions à faire, donc c'est top en fait, on va avoir notre programme d'amélioration pour l'année à venir et pour l'année prochaine. Et est-ce qu'on a pensé à tout? Alors, on n'est pas trop mal. Ouais, mais non, parce que y a quelque chose qu'on a oublié. En fait, si on se concentre seulement sur le produit lui-même, en fait, on va avoir une partie du scope. Mais en fait, une équipe produit, ça pollue aussi. Si vous avez un produit sur lequel il y a 2 utilisateurs, que vous leur faites économiser énormément d'énergie, je ne sais pas, dans le logement par exemple, ou avec de l'éco-conduite, mais que derrière tous vos commerciaux prennent l'avion tous les jours et que vous en avez une centaine, voilà. C'est un exemple un petit peu tordu, mais en gros, l'équipe produit aura plus d'impact que le produit lui-même. Par exemple, sur l'infrastructure applicative et de l'usine logicielle, parfois on peut se rendre compte que l'usine de fabrication a plus d'impact que le produit lui-même. Même chose pour l'environnement de travail et même chose pour les chaînes d'approvisionnement. En fait, vos fournisseurs, les personnes qui vous fournissent des outils pour pouvoir fabriquer vos produits numériques, ça se trouve, elles ont un bilan absolument désastreux. Donc ça aussi, c'est pareil, il faut aller chercher, il faut aller challenger, et ça, du coup, maintenant, on le fait. On a un process d'achat responsable au sein de la SNCF sur tout ce qui est outillage. Et comment je maintiens le niveau d'engagement au cours du temps ? Parce que ça peut s'essouffler dans le temps, cette démarche. Ça peut s'essouffler, et du coup, je vous ai parlé Data Inform, je crois. Je vais en remettre encore une couche. C'est vraiment hyper important. Et n'hésitez pas, du coup, à aussi explorer des KPI qui ne sont pas forcément les KPI classiques de performance logicielle ou bien de performance d'équipe. Créez vos propres KPI numériques responsables qui vont pouvoir en plus matcher au mieux avec vos contextes d'entreprise respectifs. Et ajouter également des notes de confiance. C'est pareil, c'est toujours des données qui sont un petit peu intangibles et pas faciles à mettre en place, mais en la pratiquant régulièrement, vous allez pouvoir voir que ça va vous éclairer sur votre progression, sur votre impact, en faisant ça d'itération en itération.
Et puis il y a des challenges aussi pour essayer de gamifier un peu le truc, de rendre ça ludique. Donc il y a par exemple une entreprise comme Zenica qui pratique très souvent le 10 kilooctets challenge. C'est le fait de dire je vais prendre telle feature et je vais la refaire, mais le plus petite possible. Alors c'est pas forcément 10 kilooctets, mais c'est juste pour l'exemple. Mais voilà, le challenge, c'est de dire bon, bah, ok, on prend une demi-journée et puis on essaye de rendre ça ludique et de faire le truc le plus éco-conçu possible. Pareil, il y a le Cyber Cleanup, on sait que le stockage, ça consomme moins d'énergie que le compute, mais c'est toujours intéressant de se poser et de se dire pourquoi on a tout ça qui est stocké, pourquoi on a autant de stockage, pourquoi on a autant de logs, est-ce qu'on ne peut pas essayer de structurer un peu mieux tout ça. Et le feature killing, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est on se pose, on se prend une journée ensemble, et là la feature qu'on n'utilise plus, qui est dans le code depuis des années avec du code mort, eh ben, on la dézingue et on la retire de notre code base. Et du coup, ça, rien que de prendre le temps de faire ça, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, donc on vous laisse avec un coffee to go et si vous avez des questions après, n'hésitez pas et je te laisse le mot de la fin. La question était, est-ce que demain tous les produits seront numériques responsables? En tout cas, on a tous les outils à disposition pour le faire et il ne faut pas hésiter à bien pratiquer, c'est un vrai boulot, ça prend du temps et réussir à mobiliser des personnes pour l'accomplir, vous devrez vous garantir ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.